Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis à nouveau ravie de vous retrouver ce matin dans cet espace d'échange qu'on a créé et puis qu'on continue de créer aux éditions Lire au Monde. Donc, c'est vraiment dans la mouvance, on va dire, de l'album qui s'appelle Pas d'étiquette, s'il vous plaît, au sujet de ces fameuses étiquettes. Alors, je me représente aussi rapidement. Donc, moi, je suis Valérie Guénec. Je suis l'auteure du texte de Pas d'étiquette, s'il vous plaît, que j'ai créé avec la formidable illustratrice bruxelloise Roselyne Doré. Et puis donc, on a eu envie d'ouvrir cet espace d'échange pour donner la parole voilà, à différents êtres humains sur ce thème. Et ce matin, j'ai la joie d'accueillir Michael Boutin. Voilà, bienvenue Michael. Merci. Et puis, je vais, si ça vous convient, vous laisser vous présenter en quelques mots pour qu'on sache un peu plus qui vous êtes. Ok, merci. Alors, en quelques mots, actuellement, je suis essentiellement formateur et je fais de l'accompagnement dans l'éducation avec les parents, avec les ados et également avec les structures, les organisations, assos, entreprises, sur de la structuration, de l'organisation collective en fait. Comment on travaille ensemble, comment voilà, on fait des choses ensemble, comment on prend des décisions ensemble. Je D'accord. suis également professeur des écoles. Et voilà, j'ai un passé dans l'informatique et puis je me suis reconverti dans l'éducation, l'animation, l'enseignement. Voilà en D'accord. quelques. Merci, merci beaucoup. Est-ce que du coup, vous exercez en tant que professeur des écoles actuellement ou pas en fait? Alors oui, actuellement, je suis ponctuellement, du coup, en parallèle de mon métier de micro-entrepreneur formateur, j'interviens dans des écoles en tant que suppléant. Je fais des remplacements en fait réguliers, D'accord, euh, qui me permet de voilà, de voir des choses et d'être en contact avec les enfants. En attendant que l'école que j'ai fondée, l'école de la Montagnette, puisse réouvrir. d'accord, super, très bien. Bon, on sera sans doute amené à en reparler, je pense. Très bien. Alors, ma première question, elle va être assez simple. En fait, c'est quoi pour vous une étiquette? Comment est-ce que vous définiriez ce mot? Hmm. Alors pour moi, une étiquette, c'est vraiment euh, un, un trait, soi-disant un trait de caractère en fait, qu'on nous attribue, que l'extérieur nous attribue, Mhm. et puis qu'on s'attribue soi-même, et dans lequel on va avoir tendance à rester enfermé pour correspondre à cette étiquette, en fait, correspondre à la case qu'on nous a donnée dans la société, dans les relations sociales. Voilà ce que pour moi une étiquette. D'accord. Et alors, du coup, d'un point de vue, alors j'allais dire tant personnel que professionnel, suivant ce que vous avez envie de partager, quel rôle jouent ces étiquettes dans votre vie, voilà, depuis que vous êtes là, si je puis dire, oui, Mhm. suivant ce que vous avez envie de partager. Ouais. Alors effectivement, dans mon métier, dans mes activités professionnelles avec les enfants, c'est sûr que je vois beaucoup de choses qui m'ont amené à rentrer en résonance avec ce thème. Mais c'est vrai que j'aurais envie, en tout cas, de partager au moins mon expérience personnelle, euh, moi, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, d'abord. Et ce qui m'amène à me poser des questions là-dessus, c'est d'abord mon expérience, mon vécu personnel. Mhm. Euh, donc après coup et avec mon cheminement personnel, ce que j'ai pu voir, c'est que moi, j'avais tendance à me retrouver dans une étiquette de personnes, d'enfants en tout cas, timides, réservées, renfermées, Mhm. bien sages, qui faisaient pas de vagues. Euh, et j'ai pu constater en fait au fil du temps et avec le recul à quel point cette étiquette que je m'imposais moi-même et qui venait aussi de mes parents, de mes éducateurs, de ma famille, tout mon entourage en fait, qui trouve ça assez confortable finalement de pouvoir mettre quelqu'un dans un cadre très défini. Et bien finalement, cette étiquette me limitait énormément dans le développement
dans mon développement personnel, dans le développement de mes activités, de mes compétences, de mes capacités. Et, et c'est une des raisons qui a fait que pour moi, j'ai commencé vraiment à me développer uniquement à partir de 30 ans, lorsque j'ai pu prendre conscience de certaines choses, et notamment des étiquettes qui me collaient au corps, pour pouvoir en sortir, pour pouvoir élargir le spectre, Mmh. pouvoir être autre chose que ce qui avait été défini en quelques années dans la famille, dans l'école, et dont je n'osais pas sortir pour pouvoir correspondre aux attentes et trouver ma place finalement dans des groupes. Mmh. Euh, et voilà, donc c'est vrai que sur cette étiquette spécifique-là, euh, de la timidité, je vois que c'est très difficile aussi pour d'autres étiquettes, mais sur celle-ci particulièrement pour moi, c'est d'autant plus difficile que je n'avais pas finalement beaucoup de moyens d'expression, beaucoup de moyens de sortir de ça. En tout cas, pas beaucoup de moyens fournis aidant par l'extérieur, Mmh. ce qui peut être un questionnement en fait, comment l'environnement nous permet de sortir de nos étiquettes. Euh, Est-ce qu'il favorise ça en tout cas, ou est-ce qu'il favorise la reproduction? Mmh. Et alors, je veux bien évoquer des petits points précis et concrets. Euh, c'est vrai qu'on pouvait voir, par exemple, sur mes bulletins scolaires, voilà, on voyait toujours des choses classiques, élève attentif ou sérieux, ou alors ne prend jamais la parole, voilà. Et il y a également un point important sur ce sujet pour moi au niveau personnel, c'est que mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, et, euh, et j'ai souvent entendu en tant qu'enfant en fait certaines remarques de mes parents en fait, euh, lorsqu'ils parlaient de moi par écrit ou à l'oral, euh, à des spécialistes ou à la famille, ils exprimaient souvent, on disait ouais, bon, mais finalement, Michael, il est pas impacté par cette séparation, tout va bien pour lui, il ne se passe rien, euh, voilà, pas de vagues, Mmh. etc. Donc là, pour moi, c'est assez significatif de comment on voit que cette étiquette, finalement, empêchait voilà, l'expression d'un ressenti que je pouvais avoir en tant qu'enfant. Et évidemment, comme tout enfant, que j'étais impacté par les événements que je vivais, que ce soit celui-ci ou un autre, Mmh. peu importe. Et c'est vrai que c'était assez significatif pour moi de me rappeler de certaines choses et puis en même temps de voir des écrits plus tard aussi qui validaient ça. Euh, Ou voilà, si en surface il n'y a rien, bon, on a l'impression qu'il se passe rien chez l'enfant. En fait, Mmh. on se dit bon, bah, ça va, on va pas creuser beaucoup plus loin. Euh, voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon expérience de cette étiquette-là. Mmh. Merci. Euh, Du coup, je me permets une question en vous écoutant. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le fait de poser le mot, par exemple, timide sur vous, qui a été le plus handicapant, entre guillemets, enfin, qui vous a le plus enfermé? Ou alors, est-ce que vous arrivez à imaginer ou pas hein, qu'on ait pu poser ce même mot sur vous, mais en l'accompagnant différemment, c'est-à-dire, voilà, en ayant un comportement différent, en ayant peut-être des intonations en le disant différentes. Est-ce que vous imaginez que dans un autre contexte, mais avec ce même mot, il aurait pu ne pas vous enfermer en fait? Est-ce que pour vous, c'est vraiment le mot ou c'est plus global? C'est vraiment plus global. hmm. Oui, effectivement, je pense que c'est plus global parce que parce que ce mot, bon, c'est un mot comme un autre. euh, et pour moi, c'est clair que tout dépend de ce qu'on met derrière les mots. Et on n'a pas tous la même définition, on n'y met pas tous la même chose. Donc voilà, c'est vrai que c'est facile de l'identifier comme ça.
Mais effectivement, ce qui est important derrière le mot, c'est les comportements qui se traduisent. Le fait que, par exemple, dans une discussion, que ce soit avec des adultes ou même avec certains enfants, heu, on me laissait peu la parole, peu l'espace en fait de m'exprimer, en considérant que de toute façon, j'avais rien à dire ou que j'étais, trop timide pour parler. Donc c'est plutôt à ce moment-là l'attitude qui fait que: «Mais non, de toute façon, avec lui, c'est pas la peine, parce que là, il y a pas de possibilité». Mmh. Donc c'est plus effectivement la considération qu'on va avoir, pour la personne, qui va empêcher d'aller vers autre chose et Mmh. on voit que c'est souvent, pour moi, conditionné par le temps, l'espace dont on dispose et qu'on accorde en fait à la personne pour sortir de son cadre. Hem Et finalement dans notre société actuelle, c'est particulièrement, fort parce que pour ce soit pour cette étiquette ou pour une autre, quand on n'a pas le temps de, parler de soi, de prendre le temps Mmh. de réfléchir, il y a des personnes qui mettent plus de temps à s'exprimer, d'autres qui vont très vite. Donc si on n'a pas le temps et l'espace pour connaître les personnes un peu plus en profondeur, de toute façon, ben, voilà, on met dans une case et ça va vite. Et c'est vrai que dans les espaces de discussion, de vie commune, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, si on n'a pas, voilà cette attention-là, ben, justement dans nos comportements, on va rester, tout le temps sur les mêmes schémas, les mêmes types de discussions, Mmh. les mêmes reproductions, dans nos échanges avec les autres. Hem, je crois aussi qu'il y a encore une fois, que ce soit pour cette étiquette-là ou pour une autre, il y a le comportement des adultes pour moi vis-à-vis des enfants, notamment sur le fait de parler des enfants lorsqu'ils ne sont pas là en fait, de parler pour eux, de parler, sur eux en fait, sans en discuter avec eux. Et du coup, lorsqu'on en parle à distance, on va avoir tendance comme ça à enfermer justement le l'individu dans un: «Ah, il est comme ça, il se comporte comme ça, il est toujours ci, il fait toujours ci, toujours ça», et la personne n'est pas là pour en discuter, pour en débattre. Et donc ça, Mmh. c'est vraiment très enfermant parce que après les gens autour de la personne ont cette conception-là et consciemment ou inconsciemment vont rester là-dessus. Mmh. Ouais. Ouais, j'ai entendu 2 choses dans ce que vous dites que je trouve vraiment intéressantes. La première, c'est que j'ai l'impression, en tout cas dans votre expérience personnelle, vous partagez l'idée que, hem, en tant qu'enfant, vous vous êtes conformé quelque part, heu, à ce mot de timide parce que, c'est comme si vous aviez senti qu'inconsciemment, les adultes autour de vous qui le prononçaient, bah, ça les arrangeait quelque part que vous soyez timide, enfin même si c'était peut-être inconscient pour eux aussi. Donc voilà, vous vous êtes dit bon bah voilà, on a dit ça de moi, c'est ce que je suis, et puis vous avez intégré en quelque sorte cette étiquette. Est-ce que Mmh. vous, ouais. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment cette idée que je trouve vraiment intéressante effectivement dans la société dans laquelle on est, du temps accordé, et qui effectivement, selon vous, donne encore plus cette tendance humaine à donner des étiquettes parce que comme vous dites, c'est rapide, et puis voilà, c'est vite fait quoi. Mmh. Mmh. Ouais, ça c'est Oui, vrai. effectivement. Effectivement, après je voudrais nuancer mon propos parce que je parle beaucoup du coup de l'environnement et comme on disait, voilà, est-ce que cet environnement il favorise, la conservation des étiquettes ou au contraire le décloisonnement? Mmh. Donc évidemment, il y a ça et puis il y a évidemment la responsabilité individuelle qu'on a et bon, qui pour moi est différente finalement si on est petit enfant ou si on est ado, si on est adulte, où on a plus conscience des choses et cetera. Mmh. Donc il y a tout ce qu'on a accumulé pendant dans notre enfance et les étiquettes qu'on a pu avoir, avec plus ou moins de facilité pour s'en sortir. Voilà et puis après effectivement on se traîne des étiquettes quand on est adulte et pour moi il y a après, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Comment, la Mmh. responsabilité qu'on a heu, de les faire bouger, de questionner en fait
même si effectivement ça dépend du parcours qu'on a et des possibilités qu'on a eues pour s'ouvrir. Mais après, pour moi, plus on grandit et plus on a aussi la responsabilité de vivre avec ce qu'on a accumulé comme expérience et voilà, d'en faire ce qu'on veut en faire. Mmh. D'accord, ouais. Et est-ce que pour finir peut-être, en tout cas au niveau des questions sur cette étiquette, de votre enfance, est-ce que vous diriez qu'elle vous a aussi, apporté des choses positives en fait? Est-ce qu'elle vous a servi? Est-ce que quelque part aujourd'hui, vous Mmh. ressentez un peu de gratitude pour elle? Oui, oui, carrément. Et effectivement, quand je parlais du fait de, voilà, de la responsabilité de sortir de ces étiquettes-là, pour moi, on en sort aussi à partir du moment où on considère que on arrive à faire la paix avec ça, finalement, à considérer que bon, bah, c'est pas voilà, si grave. On a vécu des choses comme tout le monde, j'ai vécu des choses comme tout le monde, et finalement, chacun a fait comme il pouvait. Et considérer que toute expérience de la vie nous construit, nous apporte des choses. Donc par exemple, moi sur cette étiquette, aujourd'hui, je sais que ça a construit évidemment des défauts, des mises en retrait, et cetera, de la timidité, de laquelle je suis sorti progressivement. Et en même temps, le revers de la médaille, c'est que pour moi, ça a construit d'autres qualités, d'autres compétences que j'ai pu développer à fond inconsciemment sur justement l'écoute des autres, Mmh. sur la capacité d'observation, sur la capacité d'empathie, sur la capacité de répondre, de s'adapter à un milieu, en fait, à une attente du milieu dans lequel on est, pour pouvoir voilà, comprendre les codes, Mmh. vivre en société dans divers milieux sociaux. Euh, et toutes ces compétences finalement que j'ai pu développer, notamment grâce à cette étiquette, m'ont permis de me retrouver dans le domaine qui me plaît, qui est l'éducation, et dans lequel je vais pouvoir accompagner des enfants avec le plus de finesse et d'écoute possible dans ce qu'ils sont eux. Mmh. Euh, et voilà, et donc cette capacité que j'avais enfant à me mettre en retrait, euh, pas forcément volontairement, m'a permis, voilà, pour moi en tout cas, d'avoir une capacité d'écoute et d'observation fine de ce que ressentent les gens, de ce qu'ils attendent, de ce dont ils ont besoin. Et je me suis aussi, voilà, servi de ça grandement et ça m'apporte beaucoup dans ma vie aujourd'hui. Ah, super, merci pour ce partage. Ouais, c'est très beau. Merci beaucoup. Ouais. Alors du coup, bah, maintenant, si on parle effectivement peut-être de votre vie d'aujourd'hui, comme vous dites. Hem, alors du coup, vous êtes parti effectivement vers un chemin d'accompagnement des enfants maintenant. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé si vous étiez papa aussi ou peut-être pas? Oui, j'ai une Vous êtes fille qui a 11 ans. d'accord, donc vous êtes également papa. Mhm. Donc du coup, comme ça, dans votre, dans ce choix-là professionnel et puis dans votre rapport aux enfants, aux adultes, que vous côtoyez aujourd'hui dans cet espace-là, quelle place ont les étiquettes du coup? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, qui fait partie de votre quotidien ou pas forcément? Oui, alors effectivement, je suis rentré moi dans le monde de l'éducation par le sport, par l'éducation sportive. D'accord. Et, euh, et c'est vrai qu'après coup, j'ai pu notamment voir que mon focus et mon attention particulière se portaient effectivement notamment en particulier sur les enfants timides, réservés. Mmh. Forcément, je pense que ça résonnait en moi Mmh. et je voyais qu'inconsciemment, j'avais une capacité à aller vers eux pour leur offrir un espace finalement d'accueil pour développer leur capacité puisque c'était ce qui me semblait important. Donc voilà, j'étais particulièrement attentif à ces profils en me disant celui-là, je l'entends pas, il fait toujours ce qu'on lui demande. Pour moi, c'est un problème. Il y Mmh. a un truc qui cloche, je sens. Euh, Même si, voilà, encore une fois, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Cette étiquette-là, elle m'a aussi apporté pour moi de la discipline et de la rigueur personnelle. Donc c'est aussi des choses que je vois chez ces enfants-là. Euh, Et en tout cas, ça m'a permis, moi, d'amener de la conscience, justement, après, en tant qu'éducateur, parent, là-dessus, des points de vigilance là-dessus, sur dire, attention,
Peut-être que l'enfant n'exprime pas tout, peut-être qu'il dit pas tout, peut-être qu'il a besoin d'espace, d'écoute, de temps pour exprimer, pleinement son potentiel. Mmh. Et puis c'est progressivement que j'ai pu, élargir ce spectre à d'autres étiquettes finalement pour aller chercher, derrière, hem et hem et on peut sur le spectre finalement, à l'autre extrême, on trouve, beaucoup d'enfants, très remuants, soi-disant, insupportables ou qui bougent tout le temps, qui sont, hyper excités, qui n'arrêtent pas de parler. Hem, voilà et j'avais, de là où je venais, j'avais beaucoup de mal au début à comprendre ces enfants-là, pour moi, parce que du coup, c'était un autre fonctionnement. Hem Et voilà et petit à petit, j'ai appris à voilà, justement grâce à une capacité d'écoute, à écouter un peu toute la diversité des profils pour voir que finalement tout le monde, bah, voilà, tout le monde avait ses problèmes, que ce soit chez les enfants ou les adultes. Tout le monde a ses enfermements, où on va avoir tendance à dire, «Ah fais attention, tu vois cet enfant-là, il tient pas en place de toute façon, on peut pas lui faire confiance, il est insupportable» et cetera. Et en fait, se rendre compte aussi que notamment en tant qu'éducateur, c'est très difficile lorsqu'on a justement une idée préconçue de la personne, avec laquelle on va être, de l'imaginer autrement en fait et de pouvoir vraiment le tirer dans un autre sens. Hem, voilà donc de pas être toujours dans, notamment avec ces enfants-là, dans la réaction, de reproches ou alors dans les commentaires de dire: «Mais tu es toujours comme ci, toujours comme ça, Mmh. on peut rien faire avec toi» et cetera. Donc ça pour moi, c'était aussi un un apprentissage, hem et et voilà et finalement, je me suis rendu compte que, voilà, avec tous les profils d'enfants finalement, ben, voilà, il y en a pas un qui se ressemble et donc quand on met des étiquettes, on a tendance à figer dans quelques catégories, Mmh. alors que finalement il y a une finesse de comportement, de personnalité, extrêmement différentes et ça demande voilà, de prendre le temps de connaître les personnes, les enfants avec lesquels on est, pour les comprendre en fait, pour rentrer, en empathie avec eux, pour qu'ils expriment autre chose que le seul moyen de défense qu'ils connaissent en fait, Mmh. qui produire les mêmes comportements. D'accord. Donc ouais, en vous entendant, j'ai vraiment le sentiment que, une des clés, pour, voilà, peut-être, poser moins d'étiquettes ou les éviter, c'est vraiment le temps, en fait. C'est apprendre à se connaître. J'ai le sentiment que c'est ce qui ressort, hein, depuis le début de notre échange. C'est apprendre à connaître l'autre, hem et que cet apprentissage, justement, va nous prémunir en quelque sorte d'avoir cette tendance un peu rapide à poser des étiquettes. Mmh. Oui, c'est ça, c'est vrai que, je l'avais pas imaginé pour cette interview, mais effectivement la notion de temps est toujours très importante pour moi dans toutes les problématiques que j'identifie finalement. Mmh. Hem et puis quand je dis ça, effectivement, c'est moi, je vois bien, notamment dans un groupe, que ce soit, une classe, un groupe sportif et cetera, avec les enfants. Moi, en tant qu'éducateur, ça va me demander, pour pouvoir me connecter à ça et aux enfants, ça va me demander justement, moi aussi, une certaine authenticité. Ça va me demander que moi aussi, je partage de moi-même avec les enfants. Heu pour les comprendre et on voit bien qu'au fil du temps, au fil des mois qu'on passe dans un groupe et bien, voilà, on va tisser des liens avec les personnes, mieux les connaître, mieux les comprendre, mieux comprendre leurs réactions, des fois des choses qui vont s'arrêter parce que, on a revécu un moment fort ensemble, heu, voilà, des barrières qui vont tomber. Et pour moi, voilà, quand je parle du temps, c'est vraiment ça, de ne pas rester sur, soit sur une première impression ou Mmh. voilà, tout de suite figer l'image de la personne
est bloqué parce que, voilà, aussi dans l'expérience de ma vie, mais j'ai plein de fois des moments où justement je pouvais être en réaction avec des personnes parce que je ne les comprenais pas de premier abord et que en passant du temps avec eux, en vivant des choses ensemble, on arrive à se comprendre, à se connecter en tant qu'humain et après c'est tout de suite beaucoup plus facile. Mmh. Ouais. Et dans cet espace d'éducation, d'enseignement, c'est vrai que bon, dans la majorité des cas, j'ai le sentiment en France, par exemple, le professionnel va se retrouver seul dans un groupe d'enfants qui est parfois assez grand. Euh, Est-ce que cette position-là, si je puis dire, pour vous, elle rend parfois un peu les choses compliquées, justement, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toujours le temps de creuser, d'apprendre à connaître chacun, en tout cas pas immédiatement. Comment est-ce que vous gérez, vous, ça dans votre quotidien professionnel? Mhm. Mhm. Effectivement, alors oui, clairement, pour répondre à la question, ça crée des choses difficiles, ce cadre éducatif traditionnel. Mhm. Et évidemment, c'est pas pour rien que je me suis retrouvé à créer une école et à créer d'autres espaces éducatifs pour être avec les enfants. C'est parce que je vois que pour moi ça fonctionne pas. C'est actuellement quand je fais des remplacements. Alors je fais des remplacements dans les écoles privées sous contrat, D'accord, mais pas dans le public, parce que semble-t-il que j'ai pas le bon profil pour le public. d'accord. Euh, mais dans tous les cas, pour moi, les contraintes sont quasiment les mêmes, que ce soit dans le public là ou le privé sous contrat. On a une contrainte de programme scolaire important, une contrainte, comme vous dites, effectivement, de nombre d'enfants avec un adulte enfermé dans une pièce. Pour moi, c'est extrêmement difficile à vivre, moi, en tant qu'être humain aujourd'hui, quand je Mhm. fais ça. Donc, quand je le fais, c'est vraiment pour les enfants que je côtoie et les petites choses, les petits moments qu'on arrive à partager. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile, voilà, d'avoir ne serait-ce que d'avoir un temps avec un enfant, justement, comme on en parlait, pour rentrer en relation, pour le comprendre parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il faut faire avancer plein de choses, il faut faire plein d'exercices, plein de ci, plein de ça. Il y en a 25 autres à côté. Pour moi, c'est quasi impossible dans ces conditions-là, dans le cadre qu'on se donne. C'est vraiment extrêmement difficile. Et je considère que la vie des enfants, tout comme des enseignants, dans ce cadre, est extrêmement difficile à vivre pour tout le monde. Euh, et moi, je le vis moi-même, du coup, en tant qu'enseignant. Donc, ça me permet d'en percevoir les limites. Et voilà, ça me donne vraiment de la pertinence pour moi pour créer d'autres façons de faire, Mhm. notamment avec les enfants. Voilà, parce qu'on est pris dans un tourbillon, en tout cas, j'ai l'impression, dans une journée de classe où on a le temps pour rien. On n'a pas le temps, en fait, d'accueillir les êtres humains qu'on a en face de soi. On n'a pas le temps de les laisser être autre chose qu'un élève studieux. Et on n'est pas tous faits pour ça, loin de là, selon moi. Euh, donc, effectivement, pour moi, c'est vraiment voilà, une contrainte. Et encore une fois, j'ai l'impression de retrouver des contraintes bloquantes qui sont le temps et l'espace. Mhm. On n'a pas le temps, on a plein de choses à faire rentrer dans une journée, et on n'a pas l'espace, on est enfermé dans une classe. Pour moi, c'est assez incroyable d'enfermer 25 enfants ou 30 dans une classe pendant toute une journée. Mhm. C'est totalement contraire à notre biologie et à nos besoins naturels. C'est pour ça que je crée une école qui est notamment ouverte sur la nature. Pour moi, c'est complètement fondamental, en plus de tous les aspects psychosociaux. Comme je l'ai dit, je viens de l'éducation sportive et c'est pas pour rien. Mhm. J'attache beaucoup d'importance au corps, au mouvement,
Et c'est la première chose qu'on porte en nous, c'est notre corps. Et nos besoins vitaux, ils s'expriment notamment à partir de ça. Mmh. Voilà. Et dans l'éducation, ça tient vraiment une place importante pour moi. Lorsqu'on laisse des enfants bouger, s'exprimer pleinement, physiquement, ça va tout de suite beaucoup mieux. Mmh. D'accord, super, merci, ouais, ouais. Et du coup, quand vous êtes dans ce rôle-là, si je puis dire, c'est-à-dire quand vous vous retrouvez dans cette situation, qui est pour vous un peu enfermante, est-ce que vous sentez que, votre, votre tendance à étiqueter, revient un peu en force, enfin, c'est-à-dire à l'intérieur de vous? Est-ce que vous sentez que cet espace justement et ce temps, qui ne correspondent pas, au vôtre, hem, quelque part vous influence dans cette tendance à étiqueter? C'est quelque chose que vous sentez revenir, ça? Mmh. Oui, complètement. Ouais. J'étais encore hier dans une classe de grande section et c'est extrêmement difficile parce qu'effectivement dans le déroulé, en plus là j'ai très peu de liberté pédagogique parce que je ne suis que remplaçant et je dois dérouler le programme qui est prévu par l'enseignant titulaire. Ouais. Donc je n'ai pas la liberté pédagogique d'un enseignant titulaire qui peut aussi faire évoluer sa classe comme il le souhaite. Donc dans le programme de la journée qui m'est donné, ben voilà, j'ai un certain nombre de choses à dérouler et tout ce qui va venir entraver ce déroulé Mmh. va être une problématique et donc tout comportement finalement qui n'est pas conforme à un déroulé fluide de la journée va poser problème. Donc évidemment, moi aujourd'hui, je les accueille différemment, les interventions des enfants. J'essaye de prendre soin, d'être dans l'écoute. Mais malgré tout, je vois effectivement à quel point ce cadre euh, m'amène à reproduire des choses, dire attention à celui-là, vraiment, il est ennuyant, il n'arrête pas de parler, de Mmh. gêner les autres dans cette classe, etc. Ou alors un tel, lorsqu'on lui pose une question, elle répond jamais, elle met 2 heures, elle ose pas, etc. Mmh. Et, et finalement, c'est l'attente du cadre institutionnel qui amène à se confronter à ces difficultés-là Mmh. pour les enfants. Je vois aussi la difficulté avec les équipes enseignantes, avec des enseignants qui se retrouvent et qui souffrent aussi tellement, qui ont tellement de difficultés et qui parlent des enfants de cette manière-là, en fait, de manière extrêmement segmentée. Et donc, c'est difficile quand on baigne dans un univers comme celui-ci d'en sortir Mmh. et de se comporter différemment avec les enfants. Et ce qui crée d'ailleurs, voilà, en moi, ça crée énormément de dissonance et d'incohérence que, que je ne souhaite pas vivre. Mmh. Finalement, donc là, je le vis à petite dose et ça me convient. Mais je sais que là, je ne pourrais pas le vivre de manière. J'ai l'impression de faire du mal aux enfants, en fait, d'apporter de la souffrance et pour moi, c'est juste pas possible. À l'heure Mmh. actuelle, avec la conscience que je pose et le regard que je pose actuellement sur cette façon de fonctionner. D'accord. Et alors, vous avez parlé des enfants et puis des professionnels, voilà, d'autres personnes, des équipes éducatives et pédagogiques. Est-ce que vous ressentez des choses par rapport à ce thème venant des parents? Est-ce que vous avez le sentiment que voilà, les parents, ils sont, alors en tout cas pour certains, peut-être aussi en recherche, en réflexion par rapport à ça, ou est-ce que vous avez déjà eu des conversations avec des parents de certains élèves sur ce sujet-là? Hmm. Je dirais que oui, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Après, ça dépend aussi effectivement dans quel milieu on se trouve. Ça dépend des écoles. C'est sûr que j'avais pas les mêmes perceptions dans une école démocratique comme celle que j'ai créée, avec des parents qui font un choix d'une école privée hors contrat pour certaines raisons pédagogiques, éducatives, qu'ils ne retrouvent pas ailleurs.
et qui ont déjà voilà, un cheminement, des questions, en tout cas des questionnements sur le lien à l'enfance, à l'éducation. Et je retrouve effectivement un milieu différent, voilà, dans une école, plus conventionnelle, traditionnelle, Mmh. avec des parents. Je ne sais pas s'ils se posent autant de questions, mais en général, on a beaucoup moins d'échanges déjà avec ces parents-là, où ils s'autorisent beaucoup moins, donc c'est beaucoup plus difficile. Et mais dans tous les cas, en fait, c'est vrai que dans toutes les écoles que j'ai pu voir, malgré tout, on retrouve des fonctionnements systématiques chez les parents, comme chez tout le monde, en disant, voilà, de toute façon, mon enfant, il est comme ça, il se comporte de telle manière, enfin, comme si c'était une fatalité et qu'il ne pouvait en être autrement. Et donc, il y a un découragement par moment des parents, de dire Mmh. de toute façon, il n'arrivera pas à être autre chose. Et c'est normal, voilà, de se sentir découragé à certains moments. Et là aussi, pour les parents, si on n'a pas d'espace d'écoute, de parole, pour pouvoir ensuite se sentir, pouvoir faire preuve de bienveillance et d'empathie avec l'enfant, on a besoin nous-mêmes d'être entendus, de se sentir accueillis, pour identifier aussi toutes les étiquettes, toutes les projections qu'on fait sur l'enfant. Euh, donc c'est vrai que c'est parfois une difficulté dans les échanges qu'on a avec les parents. Si, mettons, en tant qu'enseignant, éducateur, on fait remonter une difficulté, un problème rencontré, euh, justement, la difficulté va être de dire attention, je fais de remonter une difficulté, mais c'est pas pour enfermer l'enfant, dire attention, il fait ça, c'est pas bien, ou quoi. C'est pour chercher des solutions ensemble. Et des fois, la réaction des parents peut être de dire de toute façon, bah oui, il est comme ça, tant pis, de toute façon, il fait toujours pareil, etc. Mmh. D'accord. Et donc vous, dans votre projet d'école alternative, qui est une école donc démocratique, c'est ça, hein? Mhm. Ouais. Oui. J'imagine que vous avez réfléchi justement à la manière d'accompagner les étiquettes lorsqu'elles sont posées, alors que ce soit par les enfants entre eux aussi parfois, que ce soit du point de vue de l'équipe éducative ou des parents. Euh, et j'ai le sentiment que c'est pareil, l'accompagnement auquel vous pensez, c'est vraiment toujours autour de cette question. Alors, vous avez bien dit d'espace, déjà créer un environnement favorable, bien sûr, va permettre peut-être moins de pose d'étiquettes. Donc, Mhm. peut-être agir, entre guillemets, en prévention. Mais après, dans l'accompagnement de ces étiquettes, c'est aussi du temps, de l'échange, du dialogue, en fait, sur ce qui se passe vraiment pour l'enfant en question, ou le parent en Mhm. question, ou le professionnel en question. Alors, effectivement, en lien avec ça, c'est vrai que l'école démocratique que je propose avec l'équipe, c'est cette idée-là finalement d'être dans une relation authentique, en fait, les uns avec les autres, en groupe, qu'on soit adulte ou enfant, euh, peu importe, comme on en parlait tout à l'heure. Mais justement, pour moi, c'est ça, la relation authentique, l'environnement accueillant, bienveillant, qui permet de se sortir de ces étiquettes, notamment. Et effectivement, c'est pour ça, encore une fois, oui, on a besoin de l'espace, d'évoluer librement dans l'espace, de considérer que les enfants sont des personnes à part entière et qu'ils ont les mêmes droits humains que les adultes. Donc, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de donner leur avis, de prendre des décisions qui les concernent. Euh, dans notre école, on ne discute jamais des enfants sans eux, sans Mmh. leur présence, que ce soit avec les parents ou en équipe. En équipe, lorsqu'on discute d'une problématique particulière, d'un questionnement, on ne parle jamais, on ne parle pas de l'enfant directement, en fait. Ou alors on est extrêmement vigilant et ces temps sont extrêmement réduits, en fait, pour considérer que voilà, quand on parle d'une personne, simplement, elle doit être là Mmh. euh, pour s'exprimer et pour réagir. Donc ça change beaucoup de choses pour D'accord. moi. Et donc avec les enfants, avec les parents, c'est pareil en fait. Même si ça va arriver forcément que les parents expriment des fois quelque chose alors que l'enfant n'est pas là, mais en général, on va créer un espace, voilà, qui va permettre de dire attention là,
Ok, on en parle avec l'enfant pour voir ce qu'il a à dire et poser des questionnements. Notre rôle finalement, c'est de poser des questions sans cesse, en fait, de questionner nos conceptions. Et nous, en tant qu'éducateurs, on va le faire à travers une analyse de la pratique, avec une personne extérieure qui va venir questionner ce qu'on fait, ce qu'on pense, parce qu'on a tous nos a priori, nos préjugés. Mhm. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais là, ce qui est important, c'est de le questionner tout le temps. Et pour moi, c'est ce qui est riche, en fait, d'être dans un environnement où on se pose sans cesse des questions. On ne s'autorise pas à rester tout le temps sur des préjugés, des préconçus. Voilà, on vient sans cesse se bouleverser les uns les autres sur nos conceptions du monde et des autres personnes. Mhm. D'accord, bah, merci beaucoup. Alors, je vais terminer par 3 questions. Je vais essayer de les faire assez brèves. Alors, la première, voilà, c'est un peu manichéen, mais pour vous, un monde idéal, ce serait donc plutôt avec ou sans étiquette, ou alors est-ce que vous voyez une troisième voie possible? Ouais, j'ai un peu du mal avec les questions binaires. Je vais essayer de répondre de manière courte aussi. Oui, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. En fait, c'est une chose on aborde aussi en CNV, en communication non violente. L'idée, c'est pas de pas avoir de jugement sur les autres. On est humain, on réagit, on a nos pensées, etc. Pour moi, le monde idéal, c'est le monde où on a les ressources pour pouvoir se questionner sans cesse, où on a le droit de se questionner, d'exprimer les choses pour se comprendre. Et c'est normal pour moi d'avoir des étiquettes, mais il faut que ça puisse être évolutif. D'accord, super, merci bien. Alors, ma deuxième question finale, ce serait cet album, Pas d'étiquette s'il vous plaît, donc vous l'avez lu. Oui. Et je me souviens que vous m'avez même dit dans nos échanges par écrit que vous aviez des enfants autour de vous aussi qui l'avaient regardé, puis peut-être d'autres adultes. Est-ce que vous pensez justement que c'est intéressant comme ça d'avoir des supports qui permettent d'ouvrir le dialogue sur cette question-là? Alors ça peut être dans des classes ou entre adultes, enfin entre êtres humains en général. Complètement, et d'autant plus que ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a peu de mots Mhm. et que je pense que c'est très bien comme support pour tous les âges. Je travaille beaucoup sur la question du silence justement, et dans un livre, avoir peu de mots, je trouve que c'est important. Je sais par exemple chez moi, on a un endroit où on pose toujours un livre en évidence, donc ça change régulièrement. Et donc à un moment, j'avais mis ce livre-là. Et Mhm. ça permet, voilà, chaque personne qui passe se pose des questions, regarde, ah oui, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, par exemple, ma fille qui a 11 ans, elle porte la même étiquette que moi, réservée, sage, etc. Eh bien, ça l'a beaucoup attiré ce livre, euh, bien que moi je tâche de ne pas lui mettre d'étiquette. Dans tous les cas, elle porte un peu ça. Et donc, notamment, voilà, pour des questions qui sont pas faciles à aborder comme ça directement, d'avoir un support comme ce livre et avec du visuel aussi, c'est important pour réagir, notamment les enfants, voilà, quand ils disent ah, je vois telle personne, il a l'air comme ci, comme ça, il fronce les sourcils ou alors il sourit, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mhm. Donc voilà, pour moi, c'est très important oui, pour questionner. Et je pense que ça peut être la même chose dans une classe. Je vois bien, je choisis un livre que j'amène dans une classe, qu'on lit ensemble, qu'on regarde. Voilà, ça crée une émulation incroyable, un fourmillement de questions. Et finalement, c'est ce qu'on cherche, c'est se poser des questions, avoir travailler l'esprit critique pour remettre en cause nos fonctionnements habituels. Mhm. Ah, super, merci. C'était vraiment en tout cas notre intention en Merci. écrivant, illustrant et publiant ce livre. Donc merci de l'avoir accueilli comme ça. Et puis ma toute dernière question, si vous aviez un tout dernier message, peut-être un message unique à partager aux gens qui vous regarderont et puis aux êtres humains en général sur ce thème, lequel serait-il?
Hmm. Hmm. Euh, un message à transmettre sur ce thème. Un message à transmettre sur ce thème, pour moi, c'est celui qui rejoint certaines formations que je fais en ce moment sur la résolution de conflits à travers les cercles restauratifs. Et c'est-à-dire, c'est s'autoriser à aller au conflit, en fait, à rentrer en relation, tout simplement. Parce que ce qui nuit et ce qui me semble nuire, c'est lorsqu'on coupe toute relation de manière permanente. Et donc, lorsqu'on projette une étiquette, qu'on pense quelque chose de quelqu'un, finalement, pour moi, l'important, ce serait d'aller vers la personne, de lui en parler, d'en discuter. Mais si je vais voir un enfant en lui disant, écoute, je comprends pas, j'ai l'impression que tu bouges tout le temps, que tu tiens pas en place, que tu n'arrêtes pas de m'interrompre, eh ben, dès qu'on va rentrer dans ce qui pourrait être un conflit, une tension, un échange, pour moi, c'est déjà un pas en avant pour retisser du lien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors pour conclure peut-être, est-ce que vous avez envie de partager le nom de votre école? Enfin voilà, est-ce que vous avez envie d'en dire quelques mots, peut-être où elle est située? Comme ça, si Mhm. des personnes ont envie peut-être aussi de prendre contact avec vous, ce sera l'occasion. Mhm. Alors nous sommes l'école de la Montagnette et nous sommes à proximité d'Avignon. D'accord, Euh, Nous faisons partie du réseau des écoles démocratiques, EDEC France, qui est partie de lui-même d'un réseau européen. Malheureusement, notre école est fermée actuellement car nous n'avons pas de locaux. L'école a été ouverte et elle est actuellement fermée par manque de locaux. Nous sommes en recherche de nouveaux locaux pour pouvoir réouvrir cette école qui a déjà entre 40 et 50 préinscriptions d'enfants qui attendent de pouvoir rejoindre cet espace. d'accord. Voilà. Donc aux alentours d'Avignon, c'est ça, hein? Vous Et cherchez. au sud d'Avignon. D'accord, super. Bon, bah écoutez, ça permet aussi de faire passer le message. J'espère Merci. qu'il sera entendu. Et puis, bah, je me permets toujours de dire à la fin des interviews, si certaines personnes ont envie, voilà, de réagir à ce que vous avez partagé, il y a toujours la possibilité de le faire. Alors, soit en commentaire sur la chaîne YouTube où on partage les vidéos, ou bien sur la page Facebook. Enfin, voilà, je pense que vous serez partant pour éventuellement leur répondre. Oui, avec plaisir, avec grand plaisir. D'accord, bah super, merci beaucoup. Et puis, bah voilà, merci encore pour tout. Je vous Merci. souhaite une très belle journée. Et puis, belle journée aussi à tous ceux qui nous écouteront. Et puis, bah, je vous dis à très vite, voilà, pour une autre rencontre. Au revoir, Michael. Merci beaucoup. Au revoir.